Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Le cours d'aujourd'hui s'intitule Application de la diffraction des rayons X à la mesure des contraintes résiduelles. Alors donc nous allons commencer par quelques définitions. Les contraintes résiduelles sont des contraintes qui existent dans le matériau sans sollicitation extérieure. Donc ce sont des contraintes qui persistent dans le matériau après un traitement thermique, mécanique, quelconque. Donc toutes sortes d'opérations métallurgiques peuvent conduire à la création de contraintes qui seraient donc en équilibre avec leur environnement. Donc ces origines peuvent être d'origine mécanique, thermique, ou les deux à la fois, mécanique, thermique, et elles peuvent engendrer chacune, séparément, mécanique tout seul, thermique tout seul, elles peuvent engendrer des contraintes dans la structure. Elles peuvent être couplées ou elles peuvent être donc indépendantes. Mais bien sûr, c'est le final, en fait, c'est la structure qui subit et c'est la structure donc qui engendre, qui accumule en quelque sorte les contraintes résiduelles. Voici un exemple. On peut voir par exemple au cours d'un refroidissement, lors d'un changement de phase durant le refroidissement. Alors, on sait que la surface de l'échantillon se refroidit plus vite que le cœur de l'échantillon. Et quand il y a un changement de phase, par exemple, il y a une modification du coefficient de dilatation, par exemple, eh bien, on peut voir que, par exemple, une création de contrainte entre le cœur et la surface. Mais les sources de contraintes sont très diversifiées. Je vous présente ici un petit tableau que j'ai tiré, je suppose, à partir de l'Internet. Probablement, je ne me rappelle plus exactement la source, mais ça doit être les techniques de l'ingénieur. On peut voir donc les sources mécaniques, thermiques, structurales, vous voyez, donc selon les procédés, vous avez des procédés de fonderie, moulage, soudage, grenaillage, martelage, cartellage, rectification, tournage, enfin, toutes ces choses-là, toutes les opérations mécaniques de mise en forme peuvent conduire à des contraintes mécaniques. Voilà. Les transformations structurales sont les changements de phase, les modifications structurales, par exemple, dans la ZAT, la zone affectée par la chaleur, dans les soudures. Vous avez aussi les transformations de phase pendant l'usinage, si la température est suffisamment élevée. En fait, tous ces facteurs-là peuvent conduire à la création de contraintes résiduelles. Les contraintes résiduelles, en fait, elles sont de trois ordres. Le premier ordre, c'est donc l'ordre 1, c'est l'ordre du millimètre. Lui, il concerne plusieurs grains. Donc, c'est pour ça qu'il est de l'ordre du millimètre. Ce sont des contraintes qui sont généralement homogènes. Et puis, comme ça concerne plusieurs grains, donc ces contraintes peuvent conduire à une déformation macroscopique qu'on peut voir, qu'on peut mesurer. Vous avez les contraintes d'ordre 2, qui sont beaucoup plus fines, sont
confinés à l'intérieur d'un grain de cristal, qui sont de l'ordre du micron, eh ben, ces contraintes-là peuvent, le cas échéant, déformer légèrement le grain, mais parfois, elles peuvent aboutir à la déformation macroscopique. Vous avez le troisième ordre de contrainte qui est donc une contrainte qui est confinée en quelque sorte à l'intérieur du réseau cristallin. Donc ce sont des contraintes cristallographiques qui sont de l'ordre du nanomètre. Et ces contraintes-là ne peuvent pas conduire à une déformation macroscopique. Donc, il n'y a pas de déformation visible dans ce genre de contraintes. Finalement, les contraintes résiduelles, c'est la somme de ces trois types de contraintes en fait. Donc, il faut additionner sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 pour aboutir à la contrainte résiduelle réelle. Les méthodes expérimentales pour déterminer les contraintes résiduelles. Alors, vous avez des méthodes assez, peut-être, je dirais, peut-être qui sont appliquées par les mécaniciens, qui sont des méthodes de trou, méthode de trépont, méthode de la flèche, méthode de découpage. Ce sont des méthodes que l'on détermine par la modification du champ de contrainte et on le suit graduellement d'un point à un autre. Et puis vous avez des méthodes qui sont basées sur la détermination des contraintes par la mesure d'une grandeur physique. Là, donc, c'est une grandeur extérieure, donc on n'a pas besoin d'appliquer des modifications dans l'échantillon, donc on le mesure extérieurement. Alors, vous avez le bruit de Barkhausen, bon, vous avez les ultrasons, et vous avez la diffraction des rayons X, ou la diffraction des neutrons aussi, qui s'apparente bien aussi à la diffraction des rayons X. En fait, ce sont des cousines, en fait. L'objectif de ce cours, c'est de vous proposer la méthode par diffraction des rayons X. Alors, l'analyse des contraintes par diffraction des rayons X, eh ben, elle se base sur la modification de l'interdistance DHKL sous l'action de contraintes volumiques au sein du matériau. Donc, finalement, nous sommes à l'échelle du cristal, à l'échelle du réseau. Cette variation peut entraîner un déplacement des pics de diffraction de la famille de plans HKL considérés. Comment? Eh bien, si vous modifiez par une déformation quelconque un par un des paramètres cristallins du cristal, de votre matériau que vous êtes en train d'étudier, automatiquement, les interdistances vont changer et donc, obligatoirement, il doit y avoir un déplacement du pic de diffraction donc de la famille de plans HKL considérés. Alors, pour cela, donc, il suffit alors de différencier la relation de Bragg pour déduire la relation fondamentale qui relie le déplacement du pic à la déformation normale au plan réticulaire de la famille HKL considérée. En quelque sorte, ici, notre jauge de contrainte, c'est tout simplement l'interdistance des HKL. Notre jauge de contrainte, c'est tout simplement l'interdistance des HKL considérée. Voici comment ça se passe. Vous avez la relation de Bragg de D sinus θ égale lambda, ou plus précisément n lambda, mais ici on met n égale à 1. Donc on voit bien ici que le D HKL, le D, l'interdistance des HKL, eh ben, elle est aussi liée à l'angle de Bragg, à la position en quelque sorte du pic sur le diagramme de diffraction.
Donc si nous différencions cette relation, on aboutit à la relation delta D sur D égale moins 1,5 de cotangente θ delta de 2 θ. Voilà donc comment on montre que l'interdistance réticulaire, interréticulaire, l'interdistance réticulaire joue le rôle tout simplement d'une jauge de contrainte. Et on peut à ce moment-là écrire que epsilon est tout simplement égal à delta D sur D. Voilà. Donc, pour déterminer la contrainte, il suffit de mesurer le déplacement du pic de diffraction, qui est en fait ici le delta de 2θ, qui est ici le delta de 2θ. Alors, dans la pratique, comme notre échantillon est un polycristal, donc il est constitué d'un agrégat de petits cristaux collés les uns à côté des autres, sachant que le faisceau incident, celui qui vient frapper votre échantillon, va toucher seulement une partie de ces cristaux, parce que cette partie-là qui est touchée répond en quelque sorte à la relation de Bragg, donc elle est susceptible de diffracter, et donc son orientation n'est pas nécessairement celle de l'orientation de votre échantillon. Et pour cette raison, on définit alors l'angle entre la normale au plan cristallographique HKL et la normale au plan de l'échantillon, qui est en fait, qui représente le repère du laboratoire, par l'angle psi. Et l'angle entre l'axe X et la projection de la normale au plan HKL et le plan XZ par l'angle phi. Voilà, donc on le voit bien ici sur le schéma. Vous avez le plan, si vous voulez, de votre échantillon. Le repère du laboratoire, c'est toujours le repère de l'échantillon. Le voici, donc grand X, grand Y, grand Z. Grand Z, c'est la normale à votre échantillon. Le vecteur ici, que vous voyez ici en bleu, c'est le vecteur qui est perpendiculaire à la famille de plans, réticulaire HKL. C'est pour cela, donc, c'est là où on mesure la contrainte qu'on appelle ici phi et psi. Hein. Phi, vous voyez donc ici, si je projette ce vecteur-là, si je projette ce vecteur sur le plan, hein, X, O, Y, eh bien, je trouve l'angle phi. Voilà donc comment on définit les angles phi et psi. Là, vous avez les différentes contraintes. Vous avez le sigma phi et le sigma 1, bien sûr, le sigma 2, le sigma 3. Et vous avez, bien sûr, donc le epsilon, phi et psi. Alors ici, on dit que sigma 3 égale à 0. Il faut le justifier. Comment on justifie le sigma 3 égale à 0? On le justifie en supposant que notre échantillon est homogène, donc composition uniforme, et que la contrainte que nous mesurons, elle est à la surface, qui est en fait le cas parce que les rayons X vont frapper une couche très très fine de la surface. Donc, on peut supposer que sigma 3 est égal à 0 et que, bien sûr, donc, nous sommes dans le cas où nous avons donc une contrainte biaxiale. Une contrainte biaxiale. Sigma 1, sigma 2. Encore un schéma qui explique comment ça se passe. Voilà donc notre échantillon que vous voyez, ça c'est l'échantillon. Voilà. Vous avez ici le grain en question, celui qui reçoit la radiation. La radiation provient d'un tube de rayon X, c'est celle-là. Voilà. Vous avez entre l'onde incidente et l'onde diffractée, c'est toujours le principe de l'angle 2θ.
La normale au plan HKL, on a donc c'est epsilon phi epsi, et la normale au plan, bien entendu, l'axe Z, c'est celle-là. Voilà. Donc là, c'est là, on définit, on peut voir ici l'angle phi. Les contraintes, elles peuvent être des contraintes de traction, comme ici, hein, tirant vers l'extérieur. Elles peuvent être aussi des contraintes de compression tirées vers l'intérieur. Pour établir l'expression qui relie les contraintes aux déformations, on s'appuie tout simplement sur les équations connues en mécanique des milieux continus, isotropes et homogènes. La déformation epsilon phi psi mesurée pour une direction phi psi par rapport à un référentiel rattaché à la pièce, elle s'exprime par cette relation epsilon phi psi égale à 1 plus nu sur E fois sigma 1 cos carré phi du sigma 2 sin carré phi, donc on voit bien que c'est la résultante en quelque sorte, donc sur l'axe grand X et l'axe grand Y, bien sûr rapporté donc à sinus carré psi, moins mu sur E sigma 1 plus sigma 2. On peut réécrire notre relation sous cette forme-là. Epsilon phi psi égale 1 demi de S2 sigma phi sinus carré psi plus S1 sigma 1 plus sigma 2. Dans cette relation, dans cette dernière relation, sigma phi va représenter ce terme-là. Voilà. S2 va représenter ce terme-là, multiplié par 2, 1 plus nu sur E. Et S1, c'est tout simplement ce terme-là, moins nu sur E. Voilà, donc ce sont des contraintes élastiques radiocristallographiques. Et c'est cette loi-là qu'on appelle la loi des sinus carrés psi. Dans la littérature, on l'appelle comme ça. Pour que la relation des sinus carrés psi soit applicable, il est nécessaire que le matériau polycristallin soit homogène, monophasé. C'est-à-dire qu'en fait, si on suppose qu'il est homogène, en fait, on suppose aussi qu'il est monophasé. De plus, on considère un certain nombre d'hypothèses simplificatrices. Alors la première hypothèse simplificatrice est la fameuse composante sigma 3 de la contrainte. On suppose qu'elle est nulle. C'est le cas lorsque la mesure est superficielle. Donc c'est les contraintes biaxiales. La deuxième hypothèse, c'est que les contraintes et les déformations sont d'origine élastique. D'origine élastique. Voilà. Là, sinon, les cas, si ce n'est pas le cas, eh bien, la représentation graphique de la loi des sinus carrés psi ne sera plus linéaire. Ne sera plus linéaire dans le cas, vous voyez, donc ici nous avons représenté 4 cas qui sont généralement cités dans la littérature. D'abord, donc, un matériau isotrope, et vous avez à l'intérieur duquel vous avez des contraintes triaxiales. Alors, si vous avez des contraintes triaxiales qui sont dues à une opération d'usinage un peu particulière, eh bien, ça ne marche pas. Vous n'obtenez pas une relation linéaire. Si vous avez un matériau texturé signifie ici que les grains ne sont pas orientés statistiquement, donc ne sont pas orientés en direction de façon statistique. Donc vous obtenez une courbe, une sorte de S, hein, qui monte, qui descend. Ce n'est pas très pratique. Alors si vous avez un cristal à gros grains, vous obtenez des valeurs assez disparates, donc ne sont pas représentatives. Hein, la courbe ici de corrélation, la constante de corrélation ou le coefficient de corrélation ne sera pas bon, ne sera pas correct. Encore un autre handicap, si vous avez un matériau qui cette fois-ci qui n'est pas homogène, donc dans lequel vous avez un gradient de composition,
composition chimique, ou alors même un gradient de composition de contrainte, un gradient de contrainte. À ce moment-là, vous allez obtenir une courbe courbée en quelque sorte, mais qui n'est pas une droite. Voici un exemple dans le cas où vous avez une droite, et bien on voit bien ici que les points expérimentaux s'alignent bien selon la droite. Ça, c'est un exemple que j'ai tiré de la bibliographie. Vous avez la référence ici en dessous. Et donc, dans cette droite, ici, vous pouvez déterminer les constantes, donc les contraintes, hein, parce que la pente de la droite, c'est 1 demi de S2 sigma phi, et l'ordonnée à l'origine, c'est tout simplement S1 facteur de sigma 1 plus sigma 2. Bon, si sigma 1 est égal à sigma 2, hein, ça vous simplifie encore davantage le problème. Voilà un peu maintenant un outil, un schéma d'un goniomètre pour la détermination des contraintes résiduelles par diffraction des rayons X. Alors, vous avez, donc j'essaie d'expliquer un peu comment ça se passe. Vous avez ici l'échantillon qui tombe vert. D'un côté, vous avez le détecteur, la source de rayon X, le tube de rayon X, donc qui vous fournit un faisceau, vous voyez ici, donc en jaune, un faisceau tractant. Vous avez le faisceau de rayon X est filtré, bien entendu, filtré par un monochromateur surtout. Hein. Et puis ici, le faisceau est diffracté, il est renvoyé ici, donc le détecteur peut le prendre. Alors, donc là, il faut prendre plusieurs valeurs, donc de psi. Vous avez l'angle de θ, c'est toujours le même parce que vous avez choisi une famille de plans, donc une famille de plans des HKL, donc elle a un angle de Bragg précis. Mais là, donc, pour avoir plusieurs valeurs, donc il faut modifier l'angle psi. À ce moment-là, tout simplement, tout ce que vous avez à faire, c'est tourner légèrement l'échantillon autour de son axe vertical. Donc, ça vous fait un phi. Et vous recherchez l'angle psi très simplement en faisant varier légèrement la position du détecteur pour trouver l'angle psi. Et là, vous avez donc pour un angle, vous avez plusieurs valeurs de phi, vous avez plusieurs valeurs de psi. Comme exercice, je vous propose ce tableau de mesure. Vous avez ici les mesures des interdistances D3, 1, 1 en fonction des sinus carrés psi. Là, vous voyez que l'interdistance, donc elle change un tout petit peu. Hein, les interdistances changent lorsque le sinus carré psi change. Hein, lorsque le sinus carré psi change. De là, à partir de là, on vous demande de déduire donc epsilon phi epsi en utilisant la fameuse relation que nous venons de voir dans le cours. Epsilon phi epsi égale à delta B sur B, tout simplement. Ensuite, représenter le graphe epsilon phi epsi en fonction de sinus carré psi, déjà. Et enfin, déduire la contrainte résiduelle. À ce moment-là, on prendra bien sûr phi égale à 45 degrés. Alors, ce qui est donné, c'est la structure de l'aluminium qui est donc CFC de paramètre A égale à 0,404 nanomètres. Alors, cette donnée vous permet de déduire le D0, en fait, le D précis, hein, le D qui n'est pas déformé, en fait. Le D lorsque l'échantillon n'a subi aucune déformation, aucune contrainte. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir vos commentaires le plus tôt possible.